C'était un point aveugle de la recherche astrologique, en fait. On a l'impression, parce que moi j'ai lancé en 1976, dans Clé pour l'astrologie, la première expédition, l'idée d'un cycle planétaire où il n'y a pas d'autres planètes. On ne combine pas avec les autres planètes. Et ça, c'était un petit peu vous savez, c'est comme domaine géographique. C'était un peu un postulat de l'astrologie de la deuxième moitié du XXe siècle, comme quoi un cycle planétaire, c'était forcément 2 planètes. Ou plus, enfin 2 planètes. D'ailleurs, Barbeau, déjà, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, puisqu'il est né en 1920, à la fin des années 40, il disait que la solution pour l'astrologie, c'était de combiner les planètes entre elles. Enfin, du moins de faire des binômes planétaires. Et lui, par exemple, on a beaucoup parlé à ce moment-là du cycle Saturne-Neptune, par exemple. Et inversement, il y avait une sorte de mise à l'écart du passage des planètes dans le zodiaque. Je vais parler, je crois que Maryse Lévy avait fait un bouquin dans les années 50 sur l'entrée de Pluton dans les signes zodiacaux, par exemple. Donc d'un côté, il y avait les combinatoires planétaires, de l'autre côté, les planètes qui passaient d'un signe à l'autre, mais il n'y avait pas la troisième possibilité. Donc c'est une conjonction entre une planète et une étoile. Conjonction de la planète, et puis tout simplement conjonction entre la planète et les axes équinoxiaux et solsticiaux, qui sont une forme de zodiaque, mais c'est un zodiaque simplifié. Et d'ailleurs, récemment, j'ai parlé des travaux de Noël Pluche, l'abbé Pluche, vers 1740, où il était clair qu'effectivement, le zodiaque, c'était d'abord les axes, c'est-à-dire les points équinoxiaux. Et d'ailleurs, c'est ce qui a permis de trouver la pression des équinoxes. On regardait où se trouvait... Alors, vous avez raison de parler des étoiles fixes. Je ne sais pas si vous avez compris comment fonctionne le trio planète, étoile fixe, équinoxe solstice. Le équinoxe solstice, par rapport aux étoiles, ça se déplace de 1 degré tous les 72 ans. Oui. Et après, le reste, ça relève du cycle de la planète, quoi. Oui, mais alors justement, donc, à votre avis, quel est l'intérêt de traduire les galaxies équinoxiales, de chercher une étoile correspondant à l'axe équinoxial? Parce que finalement, c'est en recherchant une étoile correspondant à l'axe équinoxial qu'on a découvert la pression des équinoxes. On s'est aperçu que ce n'était pas toujours la même étoile qui correspondait à cet axe. L'intérêt, c'est que il est plus facile de comprendre comment une planète se rapproche d'une étoile que de comprendre comment elle se rapproche de l'axe des équinoxes. Parce que les équinoxes, c'est pas un visuel. Donc, on peut effectivement dire que on va regarder à quel moment une planète passe sur un signe cardinal, mais ça sous-entend quelque part que la planète a rencontré l'étoile qui correspond à ce signe cardinal à ce moment-là. Alors justement, le grand problème des signes cardinaux, on a tendance à vouloir trouver un point commun entre les signes cardinaux, alors qu'en réalité, les signes cardinaux équinoxiaux sont totalement différents des signes cardinaux solsticiaux. Ça n'a pas non plus été... Donc finalement, à propos de Geoffrey Dean, il n'a pas compris cette voie médiane. Et pourtant, dès 1976, j'avais fait des schémas où on voyait Saturne. Alors, quel est le grand défaut, à votre avis, Dominique, je crois, quel est le grand défaut de combiner les planètes entre elles? Qu'est-ce qui fait problème? Où le bas blesse quand on étudie le cycle de Saturne par rapport à Neptune ou par rapport à Jupiter
par rapport à je ne sais quoi. Je ne sais pas. Même que c'est pas le même cycle. Selon les combinaisons de Ben planètes. oui. Oui. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un cycle permanent, constant, qui est celui de la révolution de la planète, on va avoir un cycle de 36 ans pour Saturne quand il est lié à Neptune, et de 20 ans quand il est lié à Jupiter. Mhm. Donc on n'est plus dans une structure astronomique cohérente. Et d'ailleurs, ces notions de cycle entre planètes, là, au niveau de l'astronomie, ça n'a strictement aucun intérêt. Les astronomes, quand ils disent par exemple que Saturne fait 28 ans pour faire le tour du Soleil, ils parlent d'une étoile en fait. Oui, le fait que Saturne revienne à la même position. Eh oui, Oui. c'est par rapport à une étoile fixe qui détermine la vitesse de révolution de la planète. Mhm. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, donc, donc voyez-vous à quel point. Donc, on ne tient pas compte des axes équinoxiaux solsticiaux comme des moyens de structurer le cycle planétaire. Et deux, on ne se sert pas des étoiles fixes. Ce sont les deux points aveugles de l'astrologie actuelle. Alors, moi, effectivement, à un moment donné, j'hésitais entre. J'avais commis l'erreur, si vous voulez, de vouloir remplacer les axes équinoxiaux solsticiaux par les étoiles fixes royales. Mhm. Qui est une aberration, parce que les étoiles fixes royales elles-mêmes, comme vous l'avez dit, ce n'est pas toujours les mêmes étoiles fixes qui correspondent aux axes équinoxiaux solsticiaux. Mhm. Donc s'intéresser à telle et telle étoile en particulier de manière constante, c'est inacceptable quelque part, puisque si elles ont vocation à correspondre aux axes équinoxiaux solsticiaux, elles ne peuvent pas rester toujours les mêmes. Mhm. Et ça m'a embrouillé pendant un certain temps, ça. Il a fallu que je comprenne qu'il y avait des axes équinoxiaux solsticiaux, mais que ces axes étaient associés à des changements d'étoiles. Oui, donc, voyez-vous, donc il y a tout un champ comme ça qui n'a pas été exploité. Et puisque vous m'avez parlé des travaux de Geoffrey Dean et de sa compagnie, eh bien on voit que tout ce champ-là est plus ou moins négligé. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez, parce que vous avez peut-être étudié plus longuement que moi leurs ouvrages, enfin c'est fameux. Je ne crois pas qu'il parle de vous en tout cas. Non, mais je parle même pas de moi en particulier, mais si, il parle de moi, enfin, mais par-delà ce que je peux moi être, il pourrait quand même parler du problème en soi. C'est-à-dire que c'est pas. Voilà. Parce que vous êtes un peu le seul à parler de ça, non? Oui, mais enfin, non, mais justement, pourquoi est-ce que je serais le seul? Et quand on fait des recherches comme Geoffrey Dean, on doit envisager toutes les possibilités. Mhm. On ne doit pas simplement. Les vrais critiques de l'astrologie ne doivent pas se contenter de regarder ce que les astrologues publient. Il faut qu'ils regardent ce qu'ils ont pu oublier, ce qu'ils ont pu négliger. Mhm. Bon, alors ils n'ont pas oublié les nouvelles planètes, ça c'est sûr. Ça a été pour eux un gage de modernité. Mais en revanche, puisque vous vous intéressez à l'astrologie ancienne, en revanche, quelque part, ils n'ont pas fait le passage que j'ai fait moi, de laisser de côté le zodiaque pour ne garder que les axes. Et bien que moi j'ai publié ça déjà il y a donc 45 ans, c'est passé, ça a été complètement oublié. Et actuellement on s'aperçoit, alors l'autre problème évidemment c'est, on a déjà parlé des rapports entre astrologie et astronomie, c'est que on n'est pas obligé, alors qu'est-ce que vous en pensez? On n'est pas obligé d'utiliser tout ce qui existe dans le système solaire. Alors là, je crois que là-dessus, vous butez pas mal. Ça vous paraît. Vous n'êtes pas encore prêt à dire, après tout, l'astrologie n'a peut-être pas besoin de toutes les planètes du système solaire pour fonctionner. Mhm. Et même l'astrologie mondiale. Alors Barbault a trouvé une solution qui n'en est pas une. Il a cherché un cycle unique, mais en faisant la synthèse de 5 cycles. Oui, c'est l'indice de Bouchon. Oui,
qu'il appelle l'indice cyclique. Mhm. Et donc, il avait compris que l'astrologie a besoin d'un vecteur unique, mais il n'a pas osé dire, ben il y a une seule planète qui joue un rôle. Il a dit non, on va essayer de trouver une sorte de truc synthétique qui n'a jamais existé dans l'histoire de l'astrologie, évidemment. Mhm. Puisque, Par contre, la combinaison Jupiter-Saturne, oui, elle a une histoire, bien sûr, avec Albumazar depuis le 9e, 10e siècle de notre millénaire. Mais donc il y a une polarisation. Donc ils ont rajouté absolument ces nouvelles planètes, ils les ont complètement intégrées. Même Nicolas les a complètement intégrées, puisque dans son système RET, le groupe T, c'est Uranus, Neptune, Pluton. Mhm. Mais en revanche, ils n'ont pas, ils n'ont pas ils n'ont pas décidé de la planète qui devait être déterminante. Alors on en avait parlé de ça. Si, Jean-Pierre Nicolas, il considère que la Lune a une fonction particulière Oui, qui est peut-être même plus importante que bon, les autres planètes, puisqu'elle ne s'inscrit pas dans le système RET. oui, mais il ne renonce pas pour autant aux autres planètes. Et d'ailleurs, il étudie les thèmes astrales. Bon, je veux dire, c'est pas. Donc c'est une révolution aussi, cette idée de dire qu'il y a un élément central qui serait Saturne. Alors, on avait déjà parlé des raisons pour lesquelles la tradition astrologique nous met en évidence Saturne. Est-ce que vous vous en souvenez? D'abord, il y a Parce le que c'est la signe. dernière planète du système solaire, donc c'est la plus lente. Oui, enfin, oui, ça peut jouer, bien sûr. Alors d'abord, il y a le cycle de 7 ans. L'importance des cycles de 7 ans, c'est quand même connu dans la Bible. Le fameux songe de Pharaon, avec les 7 vaches grasses qui correspondent à cette année, et encore d'autres 7 années, etc. Et puis il y a dans Ptolémée, puisque vous voulez vous mettre au grec, la théorie des domiciles, on ne va pas revenir là-dessus, mais la théorie des domiciles, quelque part, au départ, ne comprenait pas Saturne. Ne comprenait pas Saturne, et on l'a mise, quand on a mis Saturne, on a été obligé d'enlever un des domiciles de la Lune et un des domiciles du Soleil, pour faire la place pour Saturne. C'est le paradoxe. Quand il y a un facteur qui est absent, ça veut dire qu'il est central. Parce que s'il y a un curseur qui doit passer tout au long du zodiaque, il ne peut pas être à la fois le curseur et un significateur de tel et tel signe. Ce qui fait que Saturne, au départ, n'avait pas de domicile d'exaltation, et ça a été rajouté par la suite. Bon. Alors, je sais que sur ce point-là non plus, vous n'êtes pas convaincu, mais c'est comme l'occasion de montrer. Donc j'ai publié en 1994 l'astrologie selon Saturne, ce qui n'était pas le cas en 1976, où je parlais encore de 4 planètes. Mais là encore, ça n'a pas été entendu. Donc effectivement, moi j'ai dit un certain nombre de choses qui ne sont pas entendues. Mais je crois qu'actuellement, les gens commencent à comprendre l'intérêt de mes travaux. Parce que quand je montre, je donne toute une série d'exemples où à chaque fois que Saturne entre en équinoxe et solstice, ça correspond à des événements importants, les gens commencent à se dire mais c'est vrai, etc. Donc je pense qu'il pourrait y avoir un basculement prochainement là-dessus, parce que c'est comme vous disiez à propos de ce qui a fait le succès de la conjonction Saturne-Jupiter, c'est que c'était relativement clair et simple. Voilà. Et c'était pris très au sérieux, parce qu'en fin de compte, même des gens comme Jean Baudin, à la fin du XVIe siècle, bon, enfin, c'est un système qui était respecté jusqu'au XVIIe, XVIIIe siècle. C'était le fer de lance de l'astrologie, la conjonction Jupiter-Saturne. Ça rappelle la grande année aussi. Oh, non, pas tant que ça. Par contre, puisque vous parlez de la grande année et de la pression des équinoxes, il est clair que si l'on a cherché à mettre en connexion, à chercher où le point vernal tombait dans telle et telle constellation, c'est en rapport avec cette question, en fait.
Sauf que c'est pas la constellation, c'est l'étoile. Mais je veux dire qu'il y a quand même toute une tradition de situer le point vernal au niveau stellaire. Mhm. Et toute la tradition sur l'ère du Verseau, etc., c'était bien ça. Mais là aussi, ça s'est un petit peu embrouillé. Enfin, c'est-à-dire, la relation actuellement que je propose entre le stellaire et l'équinoxial, c'est quelque chose qui met fin au débat entre astrologie tropicale et astrologie sidéraliste. C'est une sorte de synthèse entre les deux. Mhm. Et ça aussi, bon, en tout cas, on voit bien que même quand on apporte des éléments nouveaux de recherche, ça n'intéresse ni les astrologues, ni les anti-astrologues. C'est ça qui est amusant. Parce que les anti-astrologues, vous connaissez assez bien Serge Brémorel. Lui, il n'en a pas à l'esprit. Bon, par exemple, il n'a jamais pris en compte mes travaux à ce sujet. Il n'a jamais dit, tiens, il y a peut-être d'autres pistes de recherche. Moi, j'essaie de montrer comment l'astrologie a pataugé et a oublié un certain nombre de choses. Voilà. Dans un milieu scientifique raisonnable, on regardait ces pistes de recherche. On ferait des expériences. Mais ça remet en question tout un bagage, tout un savoir-faire. Vous, par exemple, vous avez appris l'astrologie, le thème astral, etc. Et donc, si vous deviez renoncer à cela, ce serait quand même déchirant. Ce serait déchirant. On n'aime pas. Alors justement, ce qui est intéressant, c'est que dans le milieu scientifique et dans le milieu technique, les gens sont tout à fait capables d'accepter de se remettre en question. Quelqu'un, voilà, quand on montre qu'il y a un truc qui marche mieux, qu'il y a un système qui marche mieux, il y a une technologie qui marche mieux, ben on y va. Quand on s'aperçoit que Einstein a découvert un certain nombre de choses qui font que la théorie physique évolue, on y va. Non, je pense que les gens ils changent pas comme ça. Il faut d'abord qu'il y ait un mouvement, que la personne qui a une idée originale fasse un travail de promotion de son idée et que justement il lutte contre les gens Oui, bien sûr. qui sont attachés aux valeurs traditionnelles, quoi. Oui. D'ailleurs, ça nous renvoie à la question. Ce que dit Schumpeter sur on appelle ça, l'entrepreneur. Enfin, quand il parle de l'entrepreneur, que en fait l'entrepreneur c'est un héros du capitalisme et que pour pouvoir innover à l'intérieur, il doit d'abord changer les vieilles structures qui rendent l'entreprise plus aussi compétitive qu'avant. Oui. Il faut aussi éventuellement détruire, déconstruire ce qui existe. Mhm. Ce que je n'arrête pas de faire d'ailleurs. Que je n'ai pas arrêté de montrer. Par exemple, dans le cas d'Henri Barbault, le cycle Saturne-Neptune, il ne marche que parce qu'il coïncide avec le cycle de Saturne. C'est-à-dire qu'il se trouve qu'il y a une coïncidence qui fait que, pour des raisons qui sont complètement fortuites, la conjonction Saturne-Neptune se produit au même moment que lorsque Saturne passe sur l'axe équinoxial et solsticial. Ouais. Sauf que Saturne change tous les 7 ans, alors que Barbault, il s'intéresse à un truc qui revient tous les 36 ans. Mais en réalité, quand vous regardez 36 ans, ça se décompose, c'est 5 fois 7, 35. Donc là, c'est intéressant. Donc une coïncidence, d'ailleurs j'ai écrit récemment ça, une coïncidence peut donner l'impression d'une réussite. Et il faut toujours se demander si tel résultat n'a pas été obtenu parce qu'il y avait un autre facteur qui a pu jouer. Oui. Et ça, c'est. Donc, moi, je suis plus optimiste que vous. Je pense que dans le milieu scientifique et technologique, les gens sont quand même beaucoup mieux capables de changer d'attitude, de changer de pratique que dans d'autres milieux qui sont plus sclérosés. Et le milieu astrologique est particulièrement sclérosé. Et bon, je ne sais pas si vous faites exception dans ce domaine-là. Alors vous, par exemple, vous considérez encore que le thème astral est quelque chose d'important en astrologie. Hein? Alors que pour moi, c'est une structure qui est complète. C'est de l'astronomie, le thème astral. C'est la carte du ciel. Bon, les astronomes peuvent dresser des cartes du ciel, voilà. Maintenant, qu'est-ce que doit faire... Donc finalement,
c'est pas parce que les astronomes font ça que l'astrologie est obligée de s'aligner dessus. Mais vous ça ne vous gêne pas qu'il y ait une pléthore, une inflation de facteurs, ça vous fait pas problème, ça. Votre cerveau ne se plaint pas. Non. Il ne se plaint. Alors justement, ça pose un problème que j'ai abordé ce matin. De facteurs et d'aspects aussi. Oui. Donc l'effervescence, comme ça, la profusion de facteurs, c'est quelque chose sur lequel vous ne résistez pas. Ça vous gêne pas que ça soit comme ça. Voilà. Mais ça, c'est une pathologie. Enfin, c'est quelque chose justement qui est caractéristique. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'anticorps à ce niveau-là. Vous n'avez pas d'anticorps qui vous dit ah non mais ça va pas, on va pas saturer le cerveau en multipliant les facteurs. Après, je suis pas pour le thème astral de Patrice Guinard, celui avec la quantité de facteurs. Il avait fait ça sur un article de son site. Il montre à quoi ressemblerait un thème astral si on rajoute toutes les planètes, tous les astéroïdes, toutes les planètes de l'astrologie uranienne, avec tous les aspects, les pararabes. Alors qu'est-ce qu'il en dit? C'est juste que c'est illisible, effectivement. C'est ce qu'il dit lui aussi. Oui, c'est ça. Bon, ben là, à partir de quel moment on arrive à l'illisibilité? La question est là. Pour moi, le seuil d'illisibilité, il est beaucoup plus bas que pour vous. Pour moi, le seuil d'illisibilité, c'est au-delà d'une seule planète, on est dans l'illisibilité à la limite. À condition de combiner cette planète avec d'autres facteurs extra-planétaires, entendu. Et donc ça, c'est presque un problème politique, si vous voulez, quelque part. Savoir la nécessité d'une centralité. Alors, j'allais vous dire qu'en période équinoxiale et en période solsticiale, on ne voit pas les choses de la même manière. En période solsticiale, on reste plus sur des structures, des traditions. En période équinoxiale, on a tendance à vouloir les dépasser. Et donc, actuellement, nous sommes en période solsticiale. Puisque Saturne est arrivé en Capricorne il y a déjà 2-3 ans. Il va rester encore jusqu'à la période de 7 ans. Et donc, c'est des périodes qui sont très favorables à une remise en question des structures qu'on connaît. Mais en ce qui me concerne, je distingue les périodes. Je dis par exemple que les périodes solsticiales favorisent la verticalité, mais il y a les périodes. Alors là, moi, vous savez, je m'intéresse beaucoup à la théologie. Pour moi, l'astrologie et la théologie sont liées, mais il y a une période solsticiale qui renvoie aux structures verticales et une période solsticiale qui renvoie aux structures horizontales. C'est-à-dire que la période solsticiale va à la fois vouloir valider les clivages culturels qui existent d'un pays à l'autre, voilà, et valider aussi les clivages structurels, c'est-à-dire les clivages hiérarchiques. Alors, les clivages hiérarchiques, c'est quoi les clivages hiérarchiques? Par exemple, les hommes et les femmes, est-ce que c'est un clivage horizontal ou un clivage vertical, à votre avis? À mon avis, il est vertical. Oui, voilà. Mais il y a des tas de gens qui voudraient que ce soit un clivage horizontal. Ils veulent tout mettre sur le compte de ce que les hommes ont créé, ont produit. Le point de vue féministe actuellement, c'est de dire tout ça, c'est une invention des hommes. Et donc on peut reprogrammer puisque ce sont des inventions des hommes. Alors l'autre théologie, ça c'est une théologie humaniste, une théologie qui met l'homme au centre du système. D'autre côté, il y a la théologie naturaliste, c'est-à-dire Dieu c'est la nature. Et entre les deux, qu'est-ce qu'il y a? On est toujours dans le problème de entre les deux. On parlait du démiurge, non? Oui, c'est ça. Voilà. Donc, entre les deux. Alors, donc, d'un côté, il y a, en fin de compte, toujours, l'entre les deux, il est toujours plus ou moins oublié.
les gens veulent bien parler de ce que les hommes ont créé, ce que les sociétés ont créé. Ils veulent bien parler de la nature, mais ils ne veulent pas parler de structures fondamentales qui ont pu être instaurées au niveau de la société à une certaine époque par ce que vous appelez les démiurges, etc. Et l'astrologie, elle est constamment là-dedans. Moi, par exemple, en 86, dans mon bouquin La pensée astrologique, j'avais plutôt été dans le sens de l'astrologie faite par les hommes. C'est-à-dire, les hommes se seraient programmés par rapport aux astres, ils auront instrumentalisé les astres. Alors, il y avait donc cette voie aussi qui avait été ouverte en 86, donc 10 ans après qu'il y ait pour l'astrologie, qui était une voie intéressante aussi, et qui validait en quelque sorte les travaux de Michel Gauquelin. Parce que les travaux de Michel Gauquelin, à la limite, c'est une astrologie totalement différente de celle qui m'intéresse. C'est pas du tout la même astrologie. Si vous voyez la différence. L'astrologie de Gauquelin, c'est vraiment une astrologie dont on peut imaginer que ce sont les hommes eux-mêmes, et ça irait dans le sens de Geoffrey Dean, ce sont les hommes eux-mêmes qui se sont organisés par rapport à ça. Avec des planètes qu'ils connaissaient forcément. On va pas, dans ce système-là, on ne va pas prendre des planètes au-delà de Saturne. Donc les hommes auraient utilisé ces planètes, comme d'ailleurs Gauquelin en parle, comme d'autres animaux, d'autres végétaux, etc. À propos de... Il n'utilisait pas les autres planètes, quand même, je ferais remarquer que à l'origine, les statistiques de Gauquelin viennent de Léon Lasson, et que Léon Lasson intégrait Neptune pour parler des mystiques, où il voyait aussi qu'il était angulaire. Oui, très bien pour Léon Lasson. Je regrette de ne pas l'avoir rencontré, parce qu'il était encore en vie. Moi, c'est un des rares astrologues que je n'ai pas rencontré, d'ailleurs. C'est presque une exception, je dirais, dans mon parcours. Mais il reste que, pour comprendre les travaux de Gauquelin, il faut comprendre qu'effectivement, les hommes ont pu se dire, voilà, il y a Mars, Jupiter, Saturne notamment, bon, eh bien, on va s'en servir pour structurer notre société, par exemple. Voilà. Et ça, ça n'exige pas même une connaissance des cycles planétaires. Il suffit de savoir dire que voilà, telle planète est tel jour à tel endroit, mais ça n'exige aucune connaissance de l'astronomie véritablement. Gauquelin, ça n'exige aucune connaissance de l'astronomie. Il faut simplement observer le ciel. Voilà. Et dès qu'on passe à l'astrologie des équinoxes et des solstices, alors on est dans un tout autre système. Et là, c'est plus au niveau, du jour de l'année, c'est pas au niveau diurne, c'est à une toute autre dimension. Est-ce que vous pensez qu'il faut séparer effectivement les travaux de Gauquelin? Les travaux de Gauquelin ne viennent pas valider, les travaux de Gauquelin ne viennent ni valider le thème natal dans son ensemble, parce que le thème natal tel qu'on le conçoit aujourd'hui, c'est un mélange des maisons et des signes. Or pour Gauquelin, il n'y a absolument rien à voir avec les signes zodiacaux. Et même à ce propos, l'ascendant était probablement stellaire. C'est-à-dire, on regardait l'étoile qui se levait au moment de la naissance. Et à partir du moment où d'ailleurs ça s'appelait horoscope, dans horoscope, il y a l'idée de regarder. Bon. Et ça, l'astrologie tropicaliste l'a oublié, et quand elle nous parle de l'ascendant, on dit oui, c'est très abstrait, hein, l'ascendant. On voit aussi quelque chose qui est un peu désincarné et abstrait, la notion d'ascendant, alors qu'en réalité, ça témoigne encore une fois de l'astrologie stellaire. Mais ce qui est amusant, mon cher Dominique, c'est que les astroxies, vous connaissez un peu les travaux de Patrice Bourriche? Non. Ben, c'est le pape de l'astrologie sidéraliste actuelle. D'accord. Il a publié d'ailleurs trois volumes qu'on peut trouver sur Internet, et même, c'est là. Ça s'appelle l'histoire secrète de l'astrologie, je fais très bien. Ce qui m'a toujours gêné chez les sidéralistes, c'est que ils ne parlent pas des étoiles. J'ai jamais compris comment ils fonctionnaient d'ailleurs. Ils disent qu'il y a un décalage, ce qu'ils appellent la Yanamsa, de 24 degrés, mais ils en restent à une division en 12, mais ils
on ne sait pas pourquoi, ils n'ont pas... Développer le passage dans les constellations, oui, aux anciennes étoiles, étoiles. les étoiles, ils ne les connaissent pas, les étoiles. Et par exemple, les tropicalistes, eux, ils ont quand même pendant très longtemps placé les étoiles fixes dans le thème natal. Alors ça, c'est un mystère, j'aimerais bien discuter avec un sidéraliste à ce sujet. Pourtant, j'en ai bien connu, mais je n'aurais pas posé la question. Que ce soit Denis Labouret, ou Marie Delclos, ou Dorsan, enfin Dorsan est mort, Jacques Dolesco aussi. Mais, je veux dire, Pascal Bourriche, il pourrait encore discuter là-dessus. Je n'arrive pas à comprendre comment ça fonctionne. Parce que même la notion de point vernal à propos de la théorie des airs, c'est pas simplement regarder où le point vernal tombe dans telle constellation, mais à quelle étoile il correspond. Oui, il y a quelque chose qui cloche là, oui, encore une fois. Donc, pour nous résumer, les travaux de Geoffrey Dean et de ses compagnons, ce qui est leur défaut, c'est qu'il y a tout un ensemble de problématiques qu'ils ne traitent pas. Et d'ailleurs, je crois que vous m'aviez dit une fois, à propos de Sage-Morel, qu'il n'allait pas s'amuser à étudier ce que les astronomes n'avaient pas étudié. C'est-à-dire qu'il n'allait pas faire le travail des astrologues en se posant les questions de savoir si c'était là. Alors, oui, parce que c'est pour lui, c'est aux astrologues de prouver oui. Que l'astrologie fonctionne, et alors que comme lui, il n'est plus astrologue, il n'a plus besoin de s'en occuper. Oui, mais moi je pense que c'est une erreur. Je pense même que au niveau de la recherche scientifique, il faudrait qu'il y ait des gens qui... C'est amusant que on considère qu'il y a eu suffisamment d'études qui démontraient que l'astrologie n'avait pas d'effet pour ne pas avoir à en faire plus. Quoi. Ce qui est vrai que ce n'est pas le cas, par exemple, de Geoffrey Dean ou justement de ses amis oui, mais en même temps, néerlandais qui ont fait eux-mêmes des études statistiques. Oui, mais la preuve, c'est qu'ils n'ont pas étudié certaines théories. Ma théorie, moi, celle de 76, elle est quand même ancienne déjà. Ils ne sont jamais demandé s'il était intéressant d'étudier les planètes par rapport aux axes équinoxiaux et solsticiaux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est pas sérieux. C'est une voie qui existait. Vous pouvez les contacter encore. Hein. Non, mais je veux dire que c'est quand même quelque chose qu'on peut être surpris de de ce manque de sérieux à ce niveau-là. Je crois de toute façon qu'aujourd'hui l'astrologie est quelque chose de si important qu'il faudrait engager des chercheurs dans ce domaine-là sur de nouveaux, en cherchant, comme je l'ai fait, de nouvelles voies, en montrant que bon, peut-être que le cycle planétaire n'est pas valable, mais qu'en revanche, on peut envisager d'autres formulations. C'est pas, ça n'existe pas. Donc l'astrologie est bien mal lotie aujourd'hui. Alors moi actuellement vous êtes en train de collectionner beaucoup de revues d'astrologie. L'intérêt des revues d'astrologie justement, c'est de permettre de faire connaître des travaux sans passer par le livre, sans passer par les éditeurs. Il serait intéressant que vous regardiez, mon cher Dominique, dans cette collection quand même de plusieurs milliers de documents, et d'articles en tout cas, puisque chaque revue comporte plusieurs articles, de voir si ce que je suis en train de dire est également valable au niveau des périodiques. Parce que si non seulement, parce que ce serait quand même intéressant de voir si des voies qui sont ouvertes comme cela ne provoquent ni des publications, ni des mentions, et que même dans les revues d'astrologie on n'en parle pas, il y a quand même quelque chose qui interpelle, qui interroge. Alors à votre avis, qu'est-ce qui fait qu'on ne veut pas, que c'est inaudible, que le fait de parler des rapports, on peut à la limite accepter le passage de la planète d'un signe zodiacal à l'autre, on peut accepter à la rigueur qu'elle se combine avec une autre planète, mais on ne peut pas accepter l'idée que ce qui est important, ce sont les axes des équinoxes et des solstices, qui vont justement
diviser le cycle en 4. Non, je pense pas que ça soit inaudible en soi, mais que c'est la façon dont vous le présentez, de ne penser qu'il n'y a que ça qui soit valide, Non, mais peu importe, mais il n'empêche que c'est inaudible en soi, puisqu'on on ne le prend pas en compte. Mhm. Donc il y a quand même là, il y a presque un phénomène de... ça devrait vous interpeller. À mon avis, vous devriez vous poser la question. Qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas entendre cela? Alors que les équinoxes et les solstices, c'est une réalité objective beaucoup plus évidente que celle des 12 signes zodiacaux, Mhm. qui sont une subdivision, etc. On va dire que, et même d'ailleurs, les travaux de Gauquelin, c'est aussi le 4. C'est l'axe méridien horizon. Donc, l'axe et les solstices équinoxes, c'est le pendant de l'axe horizon méridien. Alors, je crois avoir, j'ai eu des discussions il y a déjà une vingtaine d'années avec Serge Morel, qui m'avait dit justement, d'ailleurs ça m'avait influencé à un moment donné, il m'a dit que ces axes équinoxiaux solsticiaux, c'est quelque chose de très abstrait. Ce qui montre bien que quand les astres parlent des signes zodiacaux, quelque part, ils renvoient aux étoiles. Aux constellations, vous voulez dire? Aux constellations. Ben oui, puisque finalement, si on essaie d'expliquer, mon cher Dominique, cette résistance aux axes équinoxiaux solsticiaux, qui sont purement, alors eux qui n'ont aucun rapport avec les constellations. Mhm. En revanche, si quelque part dans le subconscient des astrologues, le zodiaque a un rapport avec les constellations, on comprend pourquoi ils préfèrent les 12 signes aux axes équinoxiaux solsticiaux. Parce que les 12 signes, ça, en fin de compte, ce qui veut dire qu'ils sont sidéralistes sans le savoir, en fin de compte. Mhm. Parce que s'ils étaient vraiment tropicalistes, ils s'intéresseraient aux axes équinoxiaux solsticiaux. Donc s'ils ne s'y intéressent pas, c'est que quelque part, ils restent marqués par le système des constellations, qui lui a une réalité, etc. Voyez-vous? Donc voilà une conclusion à laquelle on arrive dans cette discussion, si on peut dire. Parce que voilà, c'est qu'en fin de compte, quelque part, Les tropicalistes sont sidéralistes. voilà, ils sont leur rapport le fait qu'ils ne s'intéressent pas en tant que tropicalistes aux équinoxes et aux solstices, qui est quand même un comble, parce que les tropiques, ça renvoie justement au Cancer et au Capricorne, par exemple, ça montre bien que quelque part, ils restent marqués par les constellations. Et c'est pour cela qu'ils acceptent beaucoup mieux les passages, non, et beaucoup plus le passage d'une planète d'un signe à l'autre Mhm. que le passage d'une planète d'un axe à un autre. Donc ce ne sont pas des vrais tropicalistes en fait. C'est ça qui est frappant. Voyez-vous. Donc voyez-vous, par rapport à la question que je vous ai posée, pourquoi ce rejet, cette espèce d'inaudibilité des axes équinoxiaux, ça ne peut se comprendre que de la part de sidéralistes. Et de ceux qui sont sidéralistes sans le savoir. Ouais, je comprends. Vous voyez ce que je veux dire, autrement, on ne peut pas comprendre. S'ils sont tropicalistes, il est évident que, moi je répète encore, je parle des travaux du XVIIIe siècle, quand on travaillait à cette époque-là sur le zodiaque, on disait c'est les axes équinoxiaux solsticiaux. Bon. Alors, donc là, quelque part, il y a un blocage qui fait qu'on est devant des gens qui, de manière assez confuse, restent branchés sur le sidéralisme, branchés sur les constellations, mais sans vraiment l'être, sans vraiment le dire. C'est quand même assez étrange. Mais là, je crois qu'on a quand même dénoué un problème. À ce niveau. Ça, j'aime bien qu'on arrive à trouver la cause d'une aporie, d'une difficulté. Là, je crois que c'est assez clair. Et je vous ai parlé une fois des travaux de Tucker, Joseph Tucker, qui lui avait compris plus ou moins la nécessité d'associer les étoiles fixes aux équinoxes, quelque chose comme ça. Voilà. Bon, on va peut-être s'arrêter là. Mhm. On ne peut pas dire que vous avez été